Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Dans cette vidéo, on va parler de Nomad Sculpt. Alors Nomad Sculpt, c'est un logiciel qui fonctionne sur Android ou iOS et qui va vous permettre de faire de la sculpture 3D. C'est à la base utilisé essentiellement en tactile. Pourquoi? Parce que c'est utilisé sur les smartphones, sur les tablettes et puis certains Android PC entre guillemets. Mais en gros, on peut utiliser ça même sur un petit écran. Je tiens à vous préciser que personnellement, ce n'est pas comme ça que je l'utilise. Vous allez le voir juste après. Moi, je l'utilise sur un PC normal avec BlueStack et avec une souris à l'ancienne, quoi. Et encore une fois, là, enfin non pas encore une fois, c'est la première fois que je vous le dis, mais dans cette vidéo, c'est une découverte du logiciel Nomad Sculpt, qui selon moi est quand même très très prometteur, de par sa légèreté, hein, il tourne vraiment même sur des smartphones, il faut quand même quelque chose d'assez récent en smartphone, parce que les performances vont être quand même très sollicitées, ça a tendance à bouffer la batterie assez vite, pareil pour les tablettes. Pour info, moi, ce que j'utilise donc en smartphone, je vais vous mettre les liens dans la description. J'ai un Google Pixel 6 Pro, donc le lien il est dans la description. Ça tourne nickel dessus, j'ai aucun souci de lag ou autre, même sur des gros maillages. Et sinon, alors comme je vous l'ai dit, j'utilise pas de tablette, j'utilise un PC. Celui-là, c'est un PC avec un écran tactile. Hop. Ce qui fait que je peux le retourner comme ça et l'utiliser comme une tablette. C'est quand même super pratique. Et puis ça fait une grande tablette puisqu'on a un écran 15 pouces. Pareil, je vais vous mettre le lien dans la description. Mais par contre, c'est un PC qui marche sur Windows. Du coup, il faut utiliser un émulateur Android. Donc, brièvement, avant de parler de Nomad Sculpt, je vais vous parler de BlueStack. BlueStack, c'est un logiciel, un émulateur d'Android que vous téléchargez. Pareil, il y a le lien en description. Vous pouvez l'installer sur votre PC. Attention, c'est assez gourmand en performance. Donc vous le téléchargez sur votre PC, vous l'installez. Ensuite, vous allez simplement vous connecter à votre compte Google sur le App Store et vous allez taper Nomad Sculpt dans les recherches de logiciels et vous allez pouvoir le télécharger. Donc BlueStack, vraiment très très cool si vous voulez utiliser des logiciels qui sont développés que sur Android ou sur l'App Store, enfin bref, sur Android. C'est vraiment très très pratique. Et c'est comme ça que je vais faire cette vidéo. Mais attention, vous pouvez l'utiliser aussi de manière nomade. Une Nomad Sculpt, c'est pas pour rien, quoi. Ensuite, concernant Nomad Sculpt maintenant, il faut savoir qu'il y a une version, comme tous les logiciels, qui est gratuite, mais qui vous bloque dans pas mal de choses. Elle vous bloque sur le nombre de retours possibles, de retours arrière possibles. Je sais plus si c'est 3, 4 ou 5. Mais c'est vrai que quand on fait de la sculpture, et comme moi, on fait beaucoup ce que j'appelle les CTRL Z, enfin les retours arrière, c'est très vite chiant. Du coup, j'aurais tendance à vous dire de l'acheter, surtout que contrairement à d'autres logiciels beaucoup plus lourds et beaucoup plus chers, lui, il est pas très cher, hein. Un ZBrush, c'est un très très bon logiciel, mais c'est un logiciel qui coûte à peu près 50 balles par mois, pour un usage pro, quoi. Alors qu'un Nomad Sculpt, c'est 16 € je crois, entre 15 et 20 balles, mais à peu près 16 €, et il n'y a pas d'abonnement. En fait, en gros, vous débloquez la version complète et il est complet. Donc pour 16 balles, franchement, c'est pas très cher payé. Et puis ce que j'ai peur à terme aussi, c'est qu'ils finissent par devenir sur abonnement, et que du coup, excusez-moi, j'ai le trépied qui fait des siennes. Et du coup qu'on ait besoin de payer un abonnement, donc j'aurais tendance à vous dire de l'acheter tant que vous pouvez le faire, quoi. Donc une fois que vous aurez installé le BlueStack, si vous l'utilisez sur PC ou directement sur votre smartphone, c'est vraiment un logiciel que j'ai découvert. Alors là, au moment où je fais la vidéo, on est en avril 2022 et moi c'est un logiciel que j'ai découvert sur le deuxième semestre 2021, ça devait être septembre, donc septembre-octobre, quelque chose comme ça. Du coup j'ai fait des tests. Au début je l'ai énormément utilisé sur mon smartphone parce que c'est fait pour, mais très vite j'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté chiant à avoir un tout petit écran. Quand on a des gros doigts, c'est un peu relou de faire des rotations de pièces, etc. Je le trouve en tout cas moins pratique, mais c'est vraiment un usage très personnel que je trouve chiant avec le tactile. Il y en a qui s'en sortent très très bien sur tablette, quoi. Ensuite, je l'ai passé du coup sur le PC que je viens de vous montrer avec BlueStack et avec un écran tactile. Et du coup, là, j'avais un écran de 15 pouces en tactile et du coup, ça allait mieux.
Et au final, je suis retombé dans mes travers et du coup je l'ai installé sur mon gros PC avec souris, avec ma souris verticale et tout le bordel. Et du coup là ça va vachement mieux en fait, je trouve ça vachement plus pratique. Donc question d'habitude, mais n'oubliez pas qu'à la base il est vraiment fait pour le tactile. Donc je pense qu'avec de l'entraînement, si vous débutez dans la sculpture et que vous n'avez pas des mauvaises habitudes comme les miennes, il vaut peut-être mieux vraiment s'orienter à fond sur le côté écran tactile, quoi. Ce que je vous propose du coup maintenant, c'est qu'on découvre un petit peu le logiciel. Vous allez voir, on va faire des petits tests sur les possibilités qui s'offrent à vous. Encore une fois, hein, la version payante, c'est pas sponsor hein, cette vidéo, pas du tout. Je les ai même pas contactés encore. Alors peut-être qu'au moment où vous allez voir la vidéo, je les aurai contactés, mais le but étant surtout de leur poser des questions sur l'utilisation du logiciel. Mais du coup, c'est pas une vidéo sponsor du tout. Donc on passe maintenant sur Nomad Sculpt et puis on voit ce que ça donne. Alors nous voilà sur Nomad Sculpt. Donc comme je vous l'ai précisé un petit peu avant, j'utilise BlueStack pour pouvoir l'utiliser directement sur mon PC. Normalement avant je vous ai donné toutes les infos pour l'installer sur votre PC. Donc là fatalement vous allez voir une souris, puisque je l'utilise avec une souris, mais dans la version que vous allez probablement utiliser avec un écran tactile, vous n'aurez pas cette souris puisque c'est l'endroit où vous posez votre doigt, tout simplement. Il est relativement pratique d'utilisation dès que vous avez un grand écran. Là, on va partir sur une description globale des différents outils que propose Nomad Sculpt. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est une découverte du logiciel. On va essayer de faire un petit exercice à la fin pour voir à quel point il est pratique ou pas pratique. Et vous allez voir qu'a priori, c'est plutôt cool. Et on va jeter un œil à ce qu'il propose déjà dans les menus en haut à gauche. Donc ici, c'est le menu standard de gestion de projet où vous allez créer de nouveaux objets, ajouter de nouvelles scènes, sauvegarder votre projet, avec une importation possible en STL. En OBJ, je suis pas sûr, mais je crois que c'est possible aussi. Donc vous pouvez importer des objets et les retoucher directement sur Nomad Sculpt. Ici, vous avez un système d'auto-sauvegarde. Donc Nomad Sculpt peut vous proposer de sauvegarder de manière automatique. C'est vous qui allez régler le temps votre projet, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de tuiles. Évidemment, la chose dont on va avoir énormément besoin dans le cas de l'impression 3D, c'est l'export en OBJ et en STL, soit directement pour les passer sur le slicer et imprimer l'objet, soit pour l'ouvrir ensuite sur 3D Builder, sur ZBrush, Blender, ce genre de logiciel. Pour information, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo, mais Nomad Sculpt permet également de coloriser vos objets 3D. Donc il y a un système de gestion de la couleur des vertex, des textures, mais ça ne va pas être le sujet de cette vidéo. Vous avez aussi la possibilité, toujours dans le menu en haut à gauche, de gérer des screenshots, en fait d'exporter des PNG, des fichiers PNG. Donc souvent les fichiers PNG, c'est des fichiers qui sont sans fond, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment juste l'objet 3D que vous avez pris, et vous allez pouvoir le placer sur n'importe quoi d'autre. Sans avoir le fond tout simplement. Donc là vous allez gérer les différents réglages et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, donc ça c'est vraiment l'interface par défaut. Alors en tactile, normalement, si vous laissez votre doigt appuyé dans le vide et que vous bougez votre doigt, vous allez pouvoir pivoter de partout autour de l'objet. Dès que vous allez toucher votre objet, là vous allez commencer à dessiner dessus. On va le voir juste là. Hop, vous voyez que je suis en train de rajouter de la matière. Pourquoi? Parce que là je suis en clay, donc clay c'est de l'argile. Et on constate qu'il a rajouté de la matière à cet endroit. Donc n'oubliez pas, hop, je vais l'enregistrer en mode YouTube 2. Voilà, donc là il me propose de sauvegarder l'objet. Avec la touche Z sur PC, je peux avoir le maillage. Moi j'ai tendance à toujours travailler avec le maillage, mais sinon c'est quelque chose que vous pouvez afficher dans les paramètres ici. Et c'est la zone wireframe, donc le maillage, tout simplement. Il suffit de le cocher, ça vous permet de voir comment émailler votre objet. Il y a possibilité de refaire un maillage ensuite, etc. En bas à gauche, vous avez donc les flèches retour pour revenir en arrière. Il faut savoir qu'il y a une version gratuite et une version payante que je vous ai décrit un petit peu juste avant. Et vous serez bloqué, je crois, à 3 ou 4 retours arrière si vous avez la version gratuite. Donc là on a notre objet, on pivote autour tout simplement. Il y a ce bouton en haut à droite, surtout en tactile, je le trouve très pratique, qui va nous permettre de pivoter vraiment sur l'objet de manière certaine. C'est-à-dire que surtout en tactile, c'est pas évident de savoir quand on est sur la face ou ce genre de choses.
Là, il vous suffira de faire une pression sur un côté et vous aurez donc la visibilité directe du côté en question. Il faut savoir que par défaut, le logiciel est en symétrie locale. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai vraiment une symétrie parfaite sur l'objet en question. Par défaut, dès que vous allez rajouter des nouveaux objets dans votre scène, ils seront toujours centrés sur le plateau. Donc vous aurez toujours une possibilité de symétrie. Le bouton symétrie, il se passe à gauche, juste là. Une simple pression vous permet de l'activer ou de le désactiver. Sur la partie gauche, ici, vous avez ce qu'on appelle le radius. Donc en fait, c'est le rayon d'action de votre tool, de l'outil que vous êtes en train d'utiliser actuellement. Et juste ici, donc vraiment en tactile, c'est très pratique, vous avez l'intensité. Donc l'intensité, pour ceux qui... Voilà, plus je vais régler l'intensité haut, plus je vais avoir un impact assez violent sur la matière. Hop, retour. Et plus je vais baisser l'intensité, plus la modification du maillage sera légère. Ok ? Donc ça, je trouve quand même en tactile, pour avoir testé, c'est quand même plutôt cool. Là, vous avez vraiment des trucs très très pratiques. Donc sub, c'est pour retirer. En gros, quand il n'est pas coché, vous rajoutez de la matière. Quand il est coché, vous allez retirer de la matière. Ok ? Donc ça, c'est le sub. Ensuite, vous avez le smooth. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en sub. Je vais rajouter de la matière, histoire que vous voyez. Le smooth, objet très très connu. Outil très très connu. Et vous voyez, c'est un outil de lissage global de l'objet. Donc ça va modifier la topologie générale, donc attention à l'utiliser intelligemment, mais c'est quand même très 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 pratique. Ici, hop, juste là, donc en haut à gauche, sur l'espèce d'arborescence que vous voyez, c'est une zone que vous allez utiliser, je pense, très très régulièrement, en tout cas c'est mon cas. C'est ce qui va nous permettre d'ajouter ou de supprimer de nouveaux objets primitifs, ce qu'on appelle les objets primitifs. C'est un objet de base, comme cette sphère que vous êtes en train de voir. Et ça peut être le cas d'une box, par exemple. Donc là, comme vous le constatez, j'ai ajouté une boîte, un carré. L'autre est toujours dessous. Hop, comme vous pouvez le voir, la sphère est toujours là. Donc ce carré, on peut le déplacer avec les flèches, sans modifier sa topologie. Et sinon, on peut diminuer l'échelle en fonction de l'axe que vous êtes en train de travailler, tout simplement. Donc vraiment, je trouve très très pratique. Vous pourrez faire plein d'autres choses ensuite, bien évidemment. Ensuite, il y a l'orientation. Ah non, ça c'est l'échelle générale, pardon. Donc ça c'est l'échelle générale. L'espèce de tour en couleur chair, là. Donc ensuite vous avez les trois axes standards, donc X, Y et Z en vert, rouge et bleu, qui vous permettent d'orienter l'objet. Un petit truc qui est très très pratique, là vous voyez, je ne vois pas de combien de degrés j'ai orienté l'objet. J'ai aucune information de nulle part qui me le précise. Et je trouve que ça manque un peu. Du coup, il y a une manière très très simple d'arranger les choses, c'est que vous allez aller dans Snap. Donc Snap, c'est en quelque sorte rotation. Par défaut, il va être sur 90 degrés, c'est-à-dire que si je le tourne, hop, j'ai fait 90. Bon, là, c'est un carré, donc on ne le voit pas. Mais ce chiffre-là, je peux le changer. Donc en imaginant qu'on parte sur 45 degrés, hop, et là, mes rotations seront lockées, vraiment bloquées, sur 45 degrés. Ok ? Donc ce chiffre-là, n'hésitez pas à jouer avec au moment des rotations de vos objets, de vous en souvenir aussi au moment de la conception de votre objet, parce que ça va vous aider énormément à emboîter différentes pièces. Donc là, on a la fameuse autosave. Donc ce qu'on va faire, c'est... voilà, non, c'est bon, c'est enregistré. Donc ça, c'est le add différents objets. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai toujours ma sphère et ma box. Ce que je vais faire pour l'exercice, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les sous-menus, ce serait beaucoup trop long, je vous laisse fouiller un petit peu. Pour l'exercice, c'est que je vais supprimer la sphère, donc je vais sélectionner ma sphère, je vais désélectionner ma box, donc on voit que ma sphère elle est ici. Je vais retourner là-dedans et je vais carrément la supprimer la sphère. J'en ai pas besoin pour le petit truc que je veux vous montrer.
Donc là, j'ai bel et bien un projet sur lequel, dans l'arborescence, il n'y a qu'un seul et unique objet, à savoir la box. C'est extrêmement pratique pour plein de choses. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit coffre. Vous allez voir, c'est relativement simple. On va faire peut-être même un coffre fantastique. Je sais pas, on va improviser. Un coffre, ça a tendance à être plutôt large. Les coffres standards médiévaux fantastiques, quoi. La hauteur, on va dire que c'est à peu près bon. Et juste là à gauche, donc c'est pas dans l'opticienne, par défaut, vous avez un outil de clonage. Donc je vais directement cloner mon objet. Donc l'objet a été dupliqué, et là si je déplace, on voit que l'ancien est toujours dessous. Ok ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le placer à peu près à l'intérieur. Je vais diminuer son échelle générale. Alors forcément... Vous voyez, j'ai diminué son échelle globale, donc en largeur, en longueur et en hauteur. Je vais retourner dans le menu de l'arborescence, et ce que je vais faire, donc c'est la box 2, je vais la passer en vide. Hop. Donc ça devient un creux, ça va être quelque chose qui va retirer le maillage. Ça va retirer le maillage dès que je vais associer ma box intérieure à ma box extérieure. Donc, mais avant ça, on va faire autre chose. On va repartir sur celui-là, vous allez voir, hein, tout ça, dans le but c'est de gagner du temps dans la fabrication d'un coffre. Donc je vais repartir sur mon coffre principal, je vais encore le cloner une fois, parce qu'on va faire le haut. Hop. En tapant 2 fois sur l'objet, ça recentre la caméra, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Alors moi je suis à la souris, mais vous avez compris le principe. Donc j'ai pris encore une autre box, et elle, je vais faire le couvercle avec. Donc je vais prendre le petit rond pour diminuer la hauteur du couvercle. Je vais l'augmenter un petit peu. Enfin, la monter un petit peu en hauteur. Ok. Et encore une fois, je vais cloner l'objet, que je vais déplacer à l'intérieur, que je vais diminuer en échelle générale. Donc on a des rebords qui seront à peu près bons. Et du coup ici, je vais aussi le passer en creux. Donc c'est le petit bouton de l'œil qui permet de le passer en creux. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais vous montrer, c'est très simple. Je vais sélectionner donc la boîte creuse, la boîte supérieure, on les voit, ça les sélectionne à chaque fois. Et je vais faire un voxel merge. Donc le principe, c'est qu'il va prendre tous les objets, ça existe sur 3D Builder, sur tous les logiciels ça existe, mais là le terme qu'ils ont choisi c'est voxel merge, donc l'idée ça va être de faire un rassemblement des objets, et vu qu'on a un objet creux et un objet plein, et ben en fait ça va le creuser. Vous pouvez également augmenter et réduire le maillage à ce moment-là. Okay, on aperçoit les petits carrés sur le truc qui vous indique à peu près le nombre de maillages. Et du coup, si vous voulez quelque chose d'assez avec un maillage assez important, vous allez l'augmenter. Moi, par défaut, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à travailler sur 300, mais on peut le mettre à bien plus, bien moins. Attention cependant au PC au smartphone ou à la tablette que vous utilisez. Plus il y aura de maillage, plus ça va être lourd, plus ça va chauffer votre appareil. On va ensuite cliquer sur Voxel Merge et on constate qu'il a creusé la boîte. Ok ? On va faire exactement la même chose pour l'autre. Donc on va sélectionner ma box vide, ainsi que la box principale. On va repartir sur 300 de maillage. Et on va aussi faire un Voxel Merge. Des fois ça prend un petit peu de temps, ce qui est logique. Et donc là on a un coffre qui est, somme toute, relativement simple, mais qui au moins a le mérite d'être fait. Ensuite, on va modifier globalement la position du couvercle, parce que là, il n'y a absolument aucune logique. Donc on va aller dans Snap, on est bien à 45 degrés juste là. On va donc le tourner de 45 degrés. Et puis on va le déplacer un peu, alors tout ça est assez approximatif. Hop, hop. C'est de l'impression 3D, donc on garde une jonction vraiment fixe sur l'objet. Et ce qu'on va faire pour rendre le truc un petit peu plus sexy, eh ben on va l'agrandir légèrement, pas de beaucoup, pour qu'il dépasse un peu sur les côtés. Voilà, tout simplement. Il n'y a aucune espèce de logique derrière l'objet pour le moment, mais c'est pour faire quelque chose de visuellement compréhensible, tout simplement.
Donc j'ai mes deux objets creux qui représentent un coffre. Là, ce que je vais faire, alors on va pas rentrer trop dans le détail parce que ce serait vraiment très long. On va retourner là-dedans. On va ajouter une nouvelle forme primitive et cette fois on va prendre une sphère. Donc par défaut il a ajouté la sphère à l'intérieur. Je vais essayer de lui faire une langue, vous savez, comme les mimiques dans Donjons et Dragons ou dans plein d'autres logiciels. Donc je vais prendre un objet qui est assez fin, par contre je vais le remonter en hauteur. On va peut-être... non, ça me semble pas mal. Là on constate qu'il dépasse en dessous. Donc soit... Ouais, ce que je vais faire c'est que je peux le faire remonter pour être sûr qu'il ne dépasse pas. Je pourrais aussi le couper, voilà, comme on l'a vu juste avant, hein, tout simplement. Hop. On va le faire dépasser. Ce que je vais faire, c'est je vais ajouter un nouvel objet. On va faire box, comme d'habitude. La box, on va la placer à peu près par là. La box, on la passe donc en destruction d'objet. On sélectionne la langue, la future langue, on sélectionne la box, on fait un voxel merge, et du coup on a une langue qui est coupée. Ok ? Comme ça je peux la placer au fond, et en impression 3D je sais que ça posera pas de problème du coup, puisqu'elle sera prise dans la masse du socle, du fond du coffre. Et puis ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à sculpter tout simplement. Donc là on a un maillage qui est assez important. Et on va pas forcément utiliser les différents brushes, là on va utiliser le mauve, ok ? Donc on va prendre le mauve, et puis on va déplacer un petit peu la matière. On va l'étirer, on va la faire descendre, hein. On va réduire le radius, pour avoir moins d'impact sur moins de matière. Hop, on va l'augmenter quand même un petit peu. Et du coup, là, on a quelque chose qui ressemble à peu près à une langue qui sortirait. Ce que je fais volontairement, c'est que je la fais se coller au bord du coffre, juste là. Donc, si j'enlève le maillage, vous allez mieux voir. Vous voyez, elle se colle au coffre. Ça, au moment de l'impression 3D, ce sera quand même beaucoup plus simple. Et puis ensuite, on va utiliser différents outils. Alors là, en l'occurrence, on va peut-être aplatir un petit peu la langue, parce que vous voyez, quand je l'ai étirée, juste là. Donc je vais hop. Je vais aller dans Flatten. Alors n'oubliez pas qu'il y en a plein d'autres, hein. C'est vrai que par défaut, on voit la barre à droite, on se dit il n'y a que ça. Et en fait non, en faisant un scroll vers le bas, il y en a plein d'autres. On va partir sur Flatten. Flatten, ça permet donc d'aplatir la matière. Hop. Et puis on va lui aplatir la langue. Alors ça c'est pas beau. Et on va faire un smooth déjà pour voir ce que donne le smooth. Ouais, le smooth ce sera largement suffisant en fait. On va augmenter le radius, encore une fois. Donc vous voyez hein, que le smooth réduit le maillage. Et histoire de vous montrer la fin, c'est pas fini, il faudra lui faire les dents, il faudra lui faire vraiment plein de choses, mais c'est histoire de vous montrer vraiment le principe. On va aller sur Brush. Mince, j'ai touché un truc dans le vide. On va se centrer là-dessus. On va partir donc en sub. Donc on va réduire, on va enfoncer la matière, puisque là on a utilisé le brush, c'est pas du clay. On va supprimer la symétrie, puisque là mon objet n'est plus symétrique. Enfin il l'est toujours un peu, mais le but c'est de faire quelque chose de plus logique. Hop, on va lui aplatir un petit peu la langue sur le haut. On va réduire le radius. Alors forcément, on réduit encore le radius si on veut aller jusqu'au bout. Et grossièrement, on a un mimique. Alors là, la méthode serait aussi extrêmement simple, encore une fois, pour améliorer grandement l'objet, que les choses soient claires. Hein. Comment dire ? Là, ce que je vais faire par exemple, pour vous montrer sur un exemple, mais de toute façon je l'ai déjà fait avec d'autres, c'est que je vais toujours aller dans forme primitive.
On va partir sur une box. Donc une nouvelle box. On va la monter un petit peu en hauteur. Non, pas du tout. On va la réduire d'échelle générale. Hop, on va la monter jusque là. Vu qu'on avait fait notre snap à 45 degrés, si je l'oriente à 45, bim, c'est pile poil orienté parfaitement avec le coffre du coffre, enfin le placard du coffre, vous avez compris. Je vais ensuite réduire l'épaisseur pour que ça colle par rapport à l'épaisseur des rebords du coffre. On va faire juste ça, c'est vraiment histoire de vous montrer. On recentre la caméra, on va l'orienter de 45 comme ça, le but étant d'avoir un angle. On pourrait le faire autrement, mais c'est histoire de vous montrer la combine. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre l'objet. Hop. Alors, en sélectionnant ici, on peut vraiment le bouger à la main comme on a envie. Donc je vais essayer de faire en sorte que l'angle, enfin qu'il n'y ait qu'un seul angle qui se voit, et pas deux. Hop, juste là. Donc on a une dent qui est à peu près placée. Sauf qu'elle est pas bien placée. Donc on la cale en fait vraiment dans l'épaisseur de tout ça. Et puis ensuite on va faire extrêmement simple, on va cloner l'objet. Alors forcément, j'ai déconné. Est-ce que ça me l'a cloné? Non. Donc je clique sur clone. Hop. Je clique sur clone. Hop. Alors il faudra, vu que là je fais un déplacement avec la couleur chair, il y aura un décalage puisque il prend X, Y et Z. Et vu que là l'orientation de la pièce est pas orientée sur la pièce de base, c'est délicat. Mais vous avez compris le principe. On va cloner l'objet pour rajouter des chicots à notre mimique. On va les placer comme ça au fur et à mesure, histoire de lui mettre des dents à sa mimique. C'est quand même plus réaliste. On va faire un clone aussi. Je fais juste la rangée du haut, ce sera plus clair. Donc clone, on va y arriver. C'était pas ça. Alors forcément, vu que moi je suis à la souris, il y a des trucs qui sont moins évidents que d'autres, mais des trucs qui sont plus. Hein. C'est une question d'habitude. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai énormément l'habitude de travailler à la souris. Du coup, le tactile, ça me gonfle. Je préfère sculpter à la main avec du green stuff plutôt que d'utiliser un écran tactile. Ok, donc là, on a nos différentes dents. On va les placer de manière assez grossière. Hop, voilà. Pareil ici. Pareil juste là. Donc là, on n'est pas très bien équilibré, mais en même temps, c'est des dents. Donc voilà. Ok, on a un objet qui commence à ressembler à quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever et on voit qu'il ressemble à ça. Il faudra rajouter les charnières, il faudra rajouter, bref, beaucoup de détails, du bois, de la texture de bois, etc. Mais vraiment, avec tous les tools qu'il y a sur la droite, vous pouvez vraiment tout faire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'intégralité des pièces. Et on va faire un merge général. Donc avec Voxel Merge, on va le mettre toujours, on va dire que 300, ça va suffire. Voxel Merge. Donc là, forcément, ça charge, ça dépend de votre ordi ou autre. Et là, on se rend compte au niveau du maillage qu'on a un seul et unique objet. Il a fait la jonction entre les différentes pièces. Ce n'est qu'un seul et unique objet. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire, histoire que je vous le montre dans d'autres circonstances, on va aller là-dedans, on va aller dans Export, on va l'exporter en STL, donc Export, on va l'appeler
YouTube 2, parce que c'était pour vous montrer, enregistrer. Donc on a bien l'objet qui a été enregistré, c'est relativement rapide. On a une autosave du projet. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer quand même comment on fait sur BlueStack pour récupérer vos fichiers, mais il faut savoir que si vous utilisez ça sur tablette, Android et tout ça, par défaut, vous pouvez vous les envoyer par mail ou sur Google Drive ou ce genre de choses. C'est quand même très pratique si vous travaillez en version vraiment nomade. Après, si vous travaillez comme moi sur BlueStack, il faut les récupérer et je vais vous montrer ça. Donc, on est sur BlueStack. Vous voyez que c'est une version très récente que j'ai installée. C'est la version 10, il me semble. Mais pour info, il y a des icônes en bas, mais en fait, c'est des pubs à la con. Donc, on va aller dans le Media Manager, tout simplement. Une fois dans le Media Manager, on va aller sur Explore. Ensuite, on va aller dans la zone Download, puisqu'en fait, c'est comme si votre téléphone avait téléchargé l'objet. Donc, on va aller sur Download. On peut voir donc qu'on a l'objet youtube2.stl qui est apparu ici. Alors, par défaut, c'est vrai qu'il me réouvre le logiciel avec lequel je l'ai... Et ce qu'on va faire en bas, c'est qu'on va aller cliquer sur Export vers Windows. Alors, celui-là, je m'en fiche, c'était un test au départ. Donc, Export vers Windows. Non. Voilà, il faut cliquer sur l'objet en question. On va cliquer sur Export vers Windows. Et là, on va le mettre où on veut. Il y a une fenêtre Windows, vous ne la voyez pas malheureusement par rapport à la capture, mais il y a une fenêtre Windows qui apparaît comme quand vous téléchargez un truc qui vous dit où est-ce que tu veux l'enregistrer sur ton Windows. Téléchargement, mes documents, etc. Et là, vous pouvez enregistrer l'objet. Et ensuite, du coup, on passe sur... on va l'ouvrir avec 3D Builder. Et voilà donc l'objet qu'on a importé sur 3D Builder. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. On voit que le maillage est respecté. On a vraiment... D'ailleurs, j'ai fait une erreur au niveau d'un chicot là, mais c'est pas très grave. On a vraiment un maillage qui est respecté. On peut toujours, encore une fois, simplifier l'objet si on veut éviter d'alourdir un fichier 3D de manière excessive. On peut évidemment le retravailler sur ZBrush, le retravailler sur Blender, sur ce que vous voulez. C'est un fichier STL ou OBJ absolument comme les autres. Et du coup, c'est quand même très très pratique. C'est quand même très très pratique. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit peu la conclusion de l'utilisation de Nomadsculpt, en tout cas en version découverte, parce que je pense que je vais faire plus de vidéos sur le sujet. Mais on va déjà faire une petite conclusion sur, sur la découverte du logiciel. Alors pour finir, Nomadsculpt, franchement très très bien. Surtout accessible, en fait c'est con, mais là je pense pas spécialement à moi parce que j'ai vraiment l'habitude de travailler en VR et ensuite sur Blender et ZBrush. Mais pour les gens qui débutent, ou qui veulent se lancer dans la sculpture, ou qui n'ont pas trop pris leur marque sur d'autres logiciels, franchement je trouve qu'il y a une putain de bonne clé d'accessibilité. Parce que le menu, l'interface globale, elle n'est pas violente, elle fait beaucoup moins peur que des Blender ou des ZBrush. Elle est plus claire, plus simple. La prise en main, si vous débutez et que vous vous lancez directement en tactile, vous allez prendre l'habitude et du coup vous allez faire les mêmes choses qu'on fait avec de la VR ou avec un PC, une tablette graphique, ce genre de choses. Question d'habitude quoi. En termes de performance, je le trouve très léger. Enfin, je suis vraiment étonné qu'il arrive à gérer autant d'émaillage aussi élevé sur des petits smartphones ou des tablettes. Ça me scotche un peu. Donc vraiment très très bien foutu. Il lui manque encore quelques petites options, notamment des imports d'alpha simplifiés. Donc en gros, c'est que vous allez importer une image, souvent PNG, en noir et blanc d'un motif quelconque, et vous allez pouvoir l'appliquer à votre matière. Alors ça se trouve, au moment où je vous parle, cette option sera disponible, mais en tout cas au moment où j'ai tourné la vidéo, ça l'était pas. Donc vraiment très très cool cet aspect ultra facile d'utilisation. Et puis accessibilité financière aussi. Là où on a des ZBrush lockés, ZBrush Core Mini, qui sont gratuits mais qui permettent très peu de choses. Et où ensuite sur des versions payantes on passe au moins à 20 ou 30 balles par mois, voire 50. Là on a un logiciel à moins de 20 € qui fait tout en fait. Donc c'est très très bien, voilà, c'est très bien que ça concurrence un petit peu aussi des logiciels lourds qui coûtent cher et qui sont aussi plus durs d'accès, mais destinés à des pros, etc. Non, vraiment c'est une super découverte. Moi je continue à l'utiliser au jour d'aujourd'hui, donc en mars, avril, mai 2022. Je continue à l'utiliser pour alors soit de l'organique,
donc des têtes, des nouvelles têtes, ou alors des fois je fais ce qu'on appelle des assets, donc des objets supplémentaires, des moustaches que je vais venir coller à d'autres têtes, bref, plein de trucs pour créer plein de petits assets. C'est vraiment très pratique. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est un conseil, tout est relatif parce que j'aime pas trop donner de conseils, mais si vous voulez développer vos compétences sur un logiciel comme Nomad Sculpt, essayez de vous imposer une petite série d'exercices. Pour ceux qui ont le temps et qui peuvent, ça peut être quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, vous allez vous y poser. Il ne faut pas que ce soit trop long, parce que sinon, ça va vous saouler. Je sais pas, entre un quart d'heure et une demi-heure, en gros, quoi. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire un truc que vous avez encore jamais fait. Donc, je sais pas, la soustraction d'objets, la sculpture d'une oreille, la sculpture d'une main, bref. Essayez de vous donner des petits objectifs. Alors là, j'ai dit tous les jours, il faut avoir le temps de le faire, hein, bien évidemment. Mais ça peut être moins récurrent. Après, de toute façon, c'est comme tout. Plus ce sera régulier, plus vous progresserez vite. Et surtout, en fait, ça va vous permettre aussi de vous débloquer une quantité d'assets, donc d'objets 3D que vous aurez sculptés comme ça au fur et à mesure. Vous pourrez revenir dessus sur les premiers qui sont moches. Et ça vous fait une petite bibliothèque privée que vous pourrez utiliser ensuite dans vos diverses créations 3D. Donc voilà, donc pour le moment Nomad Sculpt très cool, à peu près 6 mois d'utilisation pas quotidienne, hein. Je m'en sers quelques fois par semaine parce que j'ai encore trop mes habitudes sur les autres logiciels, mais en fait on peut vraiment faire tout ce que je fais avec les autres logiciels, quasiment, et du coup vraiment très belle découverte. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur Nomad Sculpt, et puis comme d'habitude je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.